même aux oratrices et orateurs qui disposent de 25 minutes pour leurs exposés respectifs. Et nous allons maintenant entendre Małgorzata Sokołowicz, qui est professeure à l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie, et maîtresse de conférences HDR à l'Université de musique Frédéric Chopin, membre associé aussi du laboratoire CERC de l'Université de Lorraine. Elle est l'auteure de plusieurs livres. Je mentionnerai la catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle, paru en 2014. Orientalisme, colonialisme, interculturalité, l'œuvre d'Aline Revello de Lens, parue en 2020. Małgorzata a aussi dirigé un certain nombre de volumes collectifs, dont les plus récents sont Crise de la littérature et partage des disciplines, avec Marie Blaise et Sylvie Trière, paru en 2020. Chroniqueur, philosophe, artiste, figure du voyageur dans la littérature française au XVIIIe, XXe siècle, en collaboration avec Isabella Zatoszka, en 2021, et encore d'autres ouvrages. Ces travaux portent sur les relations entre littérature et art, l'orientalisme, et vous l'avez compris, les relations de voyage, ainsi que l'écriture coloniale et post-coloniale. Et aujourd'hui, si votre titre n'a pas changé, vous allez nous parler donc, du sujet suivant. J'ai été élevé dans le mythe de la France, mais maintenant, la douce France décentrée, selon Andrzej Bobkowski. Je me suis planté là, c'est dommage, j'avais bien. Bobkowski, pardon. Parfait. Merci. Donc, merci pour cette présentation, mais surtout, merci pour ces beaux colloques. Donc, merci d'abord à deux organisateurs. Donc, merci de m'avoir invité, mais merci aussi pour ces interventions qui étaient magnifiques, qui sont magnifiques. Merci pour les débats. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Et je commence sans tarder. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'auteur que vous ne connaissez probablement pas. Pourtant, né en 1913, il devient peu à peu, donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, un des écrivains du XXe siècle polonais les plus connus. Donc, il vient de la même génération que Czesław Miłosz, notre prix Nobel, et Witold Gombrowicz, que vous connaissez, ça j'en suis sûre. Et Bobkowski, ça c'est le même niveau. Mais il y a quelques problèmes. Donc, le premier problème, c'est qu'en fait, il n'a jamais revenu en Pologne de son grand voyage à travers le Midi de la France dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est parti en Amérique du Sud, il n'est jamais revenu en Pologne. De son vivant, il a publié juste un livre. Donc vous voyez la couverture ici, c'est en polonais bien évidemment, Szkice piórkiem, peut-être traduit comme esquisse à la plume. C'est un journal intime de son séjour en France, justement entre 1940 et 1944. Je ne vais pas vous parler de ce livre tout entier, mais juste de l'extrait qui est sorti en 2015 dans la traduction française sous le titre Douce France et qui raconte justement le voyage de Bobkowski à travers le Midi de la France. Donc, en fait, à l'époque communiste, il n'a pas pu être publié en Pologne. Donc, pour ses idées, donc pour les contenus de ses articles, ce n'était pas possible. Ce livre que vous voyez ici a été publié à Paris, donc en 1957. Et puis, à la chute du communisme en Pologne, on commence à redécouvrir, entre guillemets, Bobkowski. C'est-à-dire, on commence à le publier, on commence à lui consacrer plusieurs colloques. Et donc, voilà, on commence à parler de son talent littéraire et surtout du fait qu'il était un témoin très perspicace, un observateur absolument très, très, très attentif de l'époque très difficile pendant laquelle il a vécu. Donc, pour vous donner un tout petit peu le contexte, donc Bobkowski, il est né 5 ans avant l'indépendance de la Pologne. Donc, pour vous rappeler un tout petit peu, à la fin du XVIIIe siècle, la Pologne a perdu son indépendance, son territoire a été partagé entre 3 voisins, à savoir la Russie, la Prusse et l'Autriche. Et l'indépendance du pays n'a été retrouvée qu'à la fin de la Grande Guerre, à savoir en 1918.
pas pour longtemps. Donc, suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle occupation par l'Union soviétique. Donc, voilà. Donc, c'est le contexte de la création de ce texte et en général de la vie d'Andrzej Bobkowski. Donc, il est né dans les élites polonaises, dans les élites culturelles, mais aussi dans les élites au niveau de l'argent. Donc, c'était une des familles les plus riches de la Pologne naissante. Du coup, il obtient une formation érudite, il parle plusieurs langues étrangères couramment, oui, et bien évidemment, le français est parmi ces langues-là. S'il s'agit de sa connaissance de la culture et de la littérature française, donc les chercheurs sont d'accord. Pour cette génération-là, c'est-à-dire pour la génération de Bobkowski, mais aussi de Miłosz et de Gombrowicz, la France, c'est assez à côté de l'Empire romain et à côté de la Grèce antique, c'est le berceau de la civilisation européenne. Donc, ça, c'est le centre culturel unique, le point de référence incontournable. Et Bobkowski part à Paris avec son épouse Barbara au printemps 1939. Il ne se retrouve pas vraiment dans son milieu d'origine en Pologne. Donc, ces gens sont pour lui trop riches. Il a un tout petit peu un enfant terrible dans sa famille, donc en général, il va s'éloigner. Mais pas à Paris, il va aller justement à Buenos Aires. Il obtient déjà un poste, tout marche bien, mais malheureusement, la guerre éclate et il reste piégé à Paris, donc il ne peut pas partir. Et c'est dès qu'il arrive à Paris, c'est-à-dire en mars 1939, qu'il commence à rédiger un journal intime. Malheureusement, quand les conflits armés commencent, sa femme a peur et elle brûle sur les conseils des amis 2 premiers cahiers de ses notes. Donc malheureusement, oui. Et Bobkowski ne va jamais revenir sur ce qu'il a écrit. Donc ces notes qui sont publiées commencent le 20 mai 1940. Et le 12 juin 1940, on est toujours en 1940, suite à la débâcle française, Bobkowski décide de quitter Paris en y laissant sa femme. Et maintenant, on n'est pas du tout d'accord. On ne sait pas pourquoi il part. Donc, il y a plusieurs explications, mais Bobkowski lui-même brouille les pistes. Donc, il dit une fois qu'il voulait joindre l'armée française, donc Paris allait être occupé, donc c'est uniquement dans le sud qu'on pouvait combattre. Dans un autre endroit, il dit il travaillait à une usine française qui employait beaucoup de Polonais. Il disait j'étais responsable des ouvriers polonais, je devais les faire sortir de Paris. Il y a des historiens qui disent qu'il y avait peut-être une mission secrète, donc il venait vraiment d'une très bonne famille qui avait beaucoup de connexions avec le gouvernement polonais, donc peut-être qu'il y avait quelques missions politiques secrètes. On ne sait pas. Donc, mais en général, quelle que soit la raison de son départ, il quitte Paris et rapidement décide de voyager à vélo. Car dans le train, il y a énormément de gens, il y a des embouteillages dramatiques, car en général, tout le monde quitte Paris. Et voilà, les vélos lui donnent beaucoup de liberté, donc il fait passer par des roues qui sont moins fréquentées. Donc il arrive à Carcassonne, d'où, une fois l'armistice signé, il décide de revenir à Paris, mais en traversant le midi de la France. Il écrit lui-même, première étape, Carcassonne, Monte-Carlo, via Béziers, Montpellier, Arles, Marseille, puis tous les petits bijoux de la Riviera. Et puis, il traverse aussi les Alpes. Au total, il fait 1600 km, ce qui lui prend environ 4 mois. Et c'est ce voyage, constituant une partie importante du journal, sera le sujet principal de ma communication. Pour Bobkowski, la douce France, donc le titre choisi par la traductrice, c'est la vieille France, celle qui se trouve sur la base de sa formation d'un intellectuel polonais et qui est, comme il a déjà été dit, un des berceaux de la civilisation européenne en Pologne à ces moments-là. C'est un ailleurs désiré et idéalisé. Pourtant, vu les conditions dans lesquelles Bobkowski visite le pays, c'est quand même la guerre, le voyage mène à plusieurs décentrements. Et selon les trésors informatisés de la langue française, le mot décentrement peut être compris dans plusieurs sens. Celui de changer son centre, perdre son centre, mais aussi celui de s'éloigner de soi. Et voilà le but de ma communication, pour vous montrer à quel décentrement mène le voyage de Bobkowski. Je vais le faire en 3 mouvements, mais concentrant sur 3 localisations géographiques
La Pologne, j'ai intitulé cette partie un centre qui n'en est pas un. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Ensuite, Paris, la France perdue. Et le Midi, la France retrouvée. Passons donc à ma première partie. La Pologne est au premier abord très peu présente dans les écrits de Borkowski. Les chercheurs soulignent les caractères cosmopolites de l'écrivain. Justement, vous voyez ici la couverture des actes du colloque consacré à Andrzej Borkowski. Les directeurs du volume ont choisi un néologisme pour le décrire. Il dit cosmopolaque, le mot n'existe pas en polonais, mais c'est le néologisme à partir des cosmopolites et polonais. Donc c'est cosmo-polonais. Il est cosmo-polonais, cosmopolite et polonais à la fois. Effectivement, il se débrouille absolument partout, il communique avec tous, donc ça c'est très facile en général pour lui. Il y a très peu de comparaisons à la réalité polonaise, beaucoup plus à la réalité française, donc beaucoup plus des comparaisons de la province à Paris que de la province française à la province polonaise, par exemple. Il critique aussi beaucoup les Polonais, donc les immigrants polonais spécialement, il se distancie visiblement d'eux. En revanche, il n'écarte jamais sa nationalité. Tout au contraire, il l'expose toujours avec beaucoup de fierté, quitte à se voir accusé d'avoir été à l'origine de la guerre. Donc on lui dit toute cette guerre, c'est à la Pologne qu'on la doit, et quitte aussi à être régulièrement traité de petit Polonais. Même si les Français apprécient généralement ses capacités de réparer quoi que ce soit, donc les Polonais de brouillard, et qu'il les impressionne par ses connaissances de la littérature et de la culture française, il reste pour eux un étranger. Et du coup, ils se sont aussi un étranger. Cela change pourtant au cours de son grand voyage, quand il traverse le sud du pays. Et il dit, une citation, « Ici, dans le Midi, les gens ne voient pas que je suis étranger. » Chez toi, ils n'entendent pas. Donc, je crois que c'est la question de l'accent surtout. Dans le pire cas, ils me prennent pour un Belge. Il n'est plus un étranger. Au moins, dans les yeux des autres, il devient le même, à savoir un provincial. Cela ne veut pas dire qu'il oublie sa polonicité. Elle se modifie pourtant. À Nice, sur la promenade des Anglais, Borkowski semble se redéfinir. Son voyage mène à un décentrement dans le sens de perdre son ancien centre, à savoir le milieu intellectuel polonais, pour lequel un tel voyage exigerait toute une forme. Et voilà, vous allez voir dans quelques instants dans la citation comment Borkowski lutte contre cette forme. Certes, je n'ai pas de smoking, je ne loge pas dans un palace, je ne vais pas traîner dans les boîtes de nuit ni boire des champagnes. Donc les comportements des élites polonaises en France. La France, mais à quoi bon? La France m'a si bien déshabituée de ces snobismes polonais stupides et de tous ces désirs surfaits que je me sens beaucoup mieux dans ma peau de vagabond à part entière, stylée, que dans celle d'entre-deux d'autrefois. Donc vous avez ce terme d'entre-deux assez intéressant, je vais y revenir tout de suite. La France, un aïeul rêvé par plusieurs Polonais de l'époque, permet à Borkowski une certaine libération. L'entre-deux qu'il était, c'est-à-dire un inadapté au milieu social d'où il venait, disparaît. Pourtant, ces mots entre-deux suggèrent aussi une autre piste de lecture. C'est non seulement celui qui ne se sent pas appartenir pleinement à la société polonaise, mais aussi celui qui ne se sent pas entièrement bien en France. Et le voyage semble tout changer. Quand il revient après 4 mois à Paris, il note « Je n'ai pas du tout les sentiments d'être un étranger. Pas un instant je ne me dis que je suis dans un pays étranger. Je rentre à la maison. Ces longues semaines de flânerie au soleil se sont déjà totalement effacées de ma mémoire. Je pense à ma rue de Paris comme je pensais autrefois à ma rue de Cracovie. » La Pologne cesse donc définitivement d'être un certain centre, sous l'influence de son voyage et sans doute sous l'influence des événements historiques. Borkowski perd un centre et on gagne un autre. La Pologne devient un nouvel arrière pour celui qui se sent maintenant en France comme à la maison. Pourtant, pour que cela puisse se produire, Borkowski doit faire son voyage à travers le Midi et retravailler son image de la France.
Du coup, la France se décentre dans ses écrits, tout comme la police se décentre. C'est à peu près la même stratégie, vous allez voir. Les chercheurs soulignent que le journal de Borkowski n'a pas été publié immédiatement. Le journal est publié en 1957, il a fini en 1944, donc il a 13 ans de décalage. Et Borkowski, grand admirateur de Flaubert, a beaucoup travaillé le texte. Donc, du coup, la première partie du journal fait monter la tension. Donc, c'est la partie du journal qui est rédigée toujours à Paris. La France se prépare à l'attaque des nazis et Borkowski semble se préparer à voir son mythe de la France s'effondrer. Ce mythe s'attache géographiquement à Paris. Paris, capitale du pays, est, depuis l'enfance de Borkowski, sa France rêvée, son centre intellectuel et culturel. Et comment ça change? Le 21 1940, les diaristes notent: ce matin, j'avais l'impression de voir dans chaque Parisien l'incarnation de la Marseillaise. La devise du jour, c'est tenir, l'air fameux tenir. Tenir est en français même à l'original. Français depuis toujours, mais déjà sérieusement mangé au mythe. Borkowski se distancie de ce qu'il voit. Il regarde la France de cette perspective d'un Polonais érudit. On ne voit pas encore son engagement émotionnel. Les premières pages du journal abondent effectivement en informations sur la situation sérieuse en Europe et en France. Cela contraste avec ce que l'écrivain raconte le 3 juin. Devant le ministre du Travail, il remarque 2 agents de police occupés à chercher quelque chose sur la pelouse. Intrigué, il leur demande ce qu'ils font et apprend qu'ils sont en train de chercher des trèfles à 4 feuilles. Et il lui en offre même un super spécimen en souriant. Et les commentaires de Borkowski est symptomatique. Je vous cite: « Je souris moi aussi. Louis XVI, le jour de la prise de la Bastille, a écrit dans son journal rien. » La distance, parfois très ironique, disparaît pourtant peu à peu à mesure que la situation politique s'aggrave encore. Borkowski avoue que depuis 1 an déjà, sa femme lui répétait que la France n'allait pas tenir aux Allemands. Et ici une citation, la réaction de Borkowski: « Je ne la croyais pas. J'ai été élevé dans le mythe de la France. Mais maintenant, la voilà qui s'effondre. Elle lâche comme un filet bâti, discrètement, sans faire de bruit. » Quand, toujours à Paris, il entend des bombardements, il s'identifie lui-même à ces mythes de la France dans lesquels il a été élevé. Donc, en fait, il s'unit à la France, vous allez voir dans la situation. Une dénotation plus forte que les autres a fait tomber sur les sols, sans bruit, les pétales d'une rose blanche épanouie. J'avais le sentiment, près de ce massif de roses, dans ce jardin désert ravissant, de faire mes adieux à cette France de rêve qui s'envole comme un rêve, à toute ma jeunesse, peut-être à toute une époque. Le 17 juin, Borkowski apprend que la France démonte l'armistice à Hitler. D'abord, ici la citation, il a envie de pleurer. Ensuite, citation, il est pris d'une rage impuissante. Et enfin, il se demande: pourquoi ces pays magnifiques partent-ils à volo? Je continue à voir la guerre comme sa fin irrémédiable. Je crois qu'on ne reverra plus cette France-là. Et ce sentiment d'une tristesse infinie est peut-être ce qu'il y a de pire. Avec l'armistice, Borkowski semble perdre son centre culturel et intellectuel. Tout au cours de ses notes de voyage, on ressent cette tension entre l'amour, la perte, la haine peut-être même. Et finalement, il y a beaucoup de citations, mais j'ai dû beaucoup raccourcir. Donc, vous voyez cette citation peut-être la plus importante où il arrive à une certaine conclusion. En ce qui me concerne, quand je pense à la France, je parviens toujours à la même conclusion. Il n'y a aucun doute que la France était en son genre un dogme, si grand qu'il est quasi impossible de s'en libérer totalement. On ne peut pas juger la France avec autant d'objectivité que l'Angleterre ou les États-Unis. La France est une exception de taille. La première partie des notes constitue donc le moment douloureux de la rencontre du mythe avec la réalité. Et il est très curieux que le mythe de la France de Borkowski ne s'effondre pas sous l'influence de sa rencontre avec l'espace rêvé, comme c'est toujours le cas lors des voyages. Tout au contraire, il y a tout un passage que j'ai dû malheureusement couper, mais qui parle de la France exotique. Donc,
Bobkowski dit « la France est quand même un pays très exotique ». Et pourquoi c'est un pays exotique? Premièrement, les systèmes de fermeture des fenêtres n'ont pas changé depuis Saint-Louis. Les ordures, on les jette en permanence par terre. Les tuyaux ne sont jamais cachés. Les immeubles ne sont jamais rénovés. Et tout cela ne détruit pas son mythe de la France. Ce qui détruit son mythe de la France, c'est la situation politique, et à savoir, c'est la réaction de la France à la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Pourtant, et je passe à ma troisième partie, ces changements ne mènent pas au rejet total de la France, mais justement à son décentrement. Une opposition s'est créée entre Paris, symbole de la déchéance, et la province parcourue, où la beauté de la nature et la simplicité de la vie font oublier la politique. Il fait si beau, dit Bobkowski, la citation que vous voyez ici, qu'il est vraiment dommage d'avoir à penser à tous ces bazars. Il ne peut pas rester indifférent face à la beauté du monde, peu importe ce qui arrive. Son voyage à travers le Midi est un remède contre la perte de sa France. Il en perd une, mais il en retrouve une autre. Et l'effet qu'il se déplace à vélo aide beaucoup à faire ces changements, ces décentrements, ces nouveaux décentrements. Donc, en fait, ça libère beaucoup. Et vous voyez la note qu'il prend tout de suite après le premier voyage à vélo. La descente m'est grisée. À un moment, j'ai eu le sentiment très net que plus rien n'avait désormais d'importance. En l'écrivant, je sens que quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être ai-je rompu avec mon passé. Enfin, ces tons troublés, excusez-moi pour cette coquille, m'ont libéré. Peut-être même ai-je rompu avec moi-même. Il ne croit pas que cela soit négatif. Je rompu avec moi-même, mais il y a un jugement tout à fait positif. Il se distancie tout simplement, surtout de sa formation, de sa famille, de ses connexions polonaises, mais aussi en quelque sorte de ces mythes de la France que je viens de vous présenter dans la deuxième partie. La France vue comme un bastion de la culture. C'est ainsi qu'il commence le voyage à vélo à travers la campagne française. D'abord, il voyage à 3 avec 2 collègues de l'usine polonaise, ensuite avec juste un seul collègue belge. Le voyage permet à Bobkowski de comprendre que ce n'est pas la culture, mais la nature qui peut l'aider à reconstruire son mythe de la France. Les voyageurs dorment dans des granges ou sous les étoiles, et cette simplicité de la vie et la rencontre avec la nature leur donne le bonheur. Et ici voilà une citation, « Tout est silencieux, une odeur de lait et de fumier, un verre luisant scintille dans l'obscurité, grain de poussière verdâtre. La nuit sans lune est illuminée par les étoiles, magnifique. » Dans cette exclamation se cache l'enthousiasme du jeune homme devant la beauté du monde et devant la beauté de la France, mais une autre France, celle qui ne l'a pas déçue. Cette France se cache aussi dans le mouvement, dans les tâches simples, comme celle de trouver un abri pour la nuit ou trouver de la nourriture. Et voilà une citation, « Il fait du soleil, un soleil aveuglant, en dessous de nous les méandres de la Garonne. Je respire à plein poumon l'odeur des champs fumants. Les reflets de l'asphalte qui brillent à un tête, excusez-moi, comme un miroir, me font cligner les yeux. Les villes m'exaspèrent, les villes, donc la culture. Je les traverse à toute allure et pousse un soupir de soulagement à la sortie. Une sensation merveilleuse, animale de volupté. Toute mon attention se concentre sur la vitesse, les poteaux indicateurs, les repas et les gîtes à trouver pour la nuit. J'ai l'impression de ne m'être jamais autant fichu du monde entier, d'une manière aussi absolue qu'en ces moments. C'est sans doute ce qui explique que je me sens si bien. Cela ne veut pas dire que Bobkowski arrive à oublier entièrement ce qui se passe en Europe. En plus, sa femme est à Paris. Sur l'indication quelque part en montagne, il note qu'il vient de manger un déjeuner délicieux à 14 francs seulement, et il ajoute « À chaque repas, j'avais l'impression non seulement de déjeuner, mais aussi de manger le reste de la France. Au café, je n'arrêtais pas de me dire que c'était trop beau pour que ça dure. » Le Midi est un espace quasi mythique, situé en dehors du temps, mais il y a quand même la conscience que ça va finir bientôt. C'est aussi un espace plus accessible. Ce qui est intéressant, qu'il y a toujours cette opposition entre la culture Paris et la nature, le Midi. Plus accessible car elle n'exige pas toute une formation érudite pour être compris et apprécié. Devant la beauté d'un paysage, Bobkowski note. Il y a des panoramas que je classerais dans la catégorie des panoramas intellectuels, comme un coucher de soleil sur la Seine en automne.
Les pans qui se noient dans la brume, les petites taches des lampadaires qui s'allument sur les pans, les arbres énormes qui se figent, la lumière du soleil filtrée par des petits nuages tout à fait particuliers dont chacun devrait porter la mention « Made in Paris ». Mais il n'est pas donné à tout le monde de voir quelque chose dans ces panoramas. Ici, n'importe qui, même borné, même médiocre, pour reprendre les mots de Tadeusz Tadeusz, son compagnon de voyage, qui est très simple, qui n'a pas du tout la formation de Bobkowski, donc il était chauffeur de taxi à Varsovie, et voilà, il s'est retrouvé soudain en France. Donc, même les bornés et les médiocres en prennent plein la figure. La France de Bobkowski se descendre donc, perd son ancien centre, à savoir Paris, mais elle gagne un nouveau centre, les Midi. C'est là la nouvelle douce France, et je vais finir cette partie par une autre citation. On peut dire ce qu'on veut, mais on sent ici la liberté, les restes de cette liberté qui existait en Europe avant-guerre, du temps de mes parents. Je suis curieux de savoir dans quel pays aujourd'hui, en pleine guerre, deux étrangers pourraient faire des centaines de kilomètres en toute liberté, sans être contrôlés une seule fois, hors douce France. Les voyages permettent donc aux voyageurs de retravailler son mythe de la France, de retravailler sa propre image, et de comprendre peut-être ce qui compte réellement, de se rééquilibrer à cette époque difficile, et c'est là grâce à la nature et à la simplicité de la vie. Et je passe à ma conclusion. Dans la présentation de la Douce France, donc de l'édition française de ce voyage que je viens de vous raconter, l'éditeur à la 4e de couverture note: ce livre, c'est une rencontre entre un homme et un pays, au moment même où la société s'effondre et que ces mythes disparaissent. Effectivement, donc, c'est un témoignage très touchant d'un voyage à la recherche d'un monde qui finit irrémédiablement, mais qui se donne toujours à entrevoir à condition qu'on sache le regarder. C'est aussi un exemple parfait d'un jeu entre plusieurs centres et plusieurs ailleurs. La Pologne est un ailleurs à partir duquel le jeune intellectuel polonais arrive à Paris, considéré à l'époque en Pologne comme le centre culturel du monde entier. C'est aussi un certain centre pour les voyageurs qui nie jamais sa polonicité, même si à la fin de son voyage, il sent que sa maison, ce n'est plus la Pologne, il ne revient jamais en Pologne, mais Paris. La Pologne est très rarement un point de repère. Ce dernier semble être surtout la France rêvée et principalement Paris, bastion de la culture européenne, bastion qui commence pourtant à s'écrouler. Et à cause de cela, la France de Bobkowski se décentre, perd son centre parisien. Les Paris de la guerre devient du coup un autre ailleurs, à partir duquel le voyageur perçoit la province française, qui devient sa nouvelle France, un nouveau centre, un nouveau mythe en quelque sorte. Face à ces voyages physiques et mentaux, à ces nombreux décentrements, c'est le voyageur qui se décentre et qui mûrit, qui apprend à se libérer des mythes de la civilisation que la guerre compromet. Il arrive aussi à retrouver sa force et son centre dans la nature et dans la simplicité. Le premier titre du journal de Bobkowski, du journal tout entier, donc en polonais c'est toujours publié en un ensemble, c'était Wojna i spokój, la guerre et le calme. Référence intertextuelle visible à la guerre et à la paix de Tolstoï, bien évidemment, mais aussi une déclaration qu'il est possible de garder ou au moins de retrouver son calme. Il n'utilise pas les mots la paix, il utilise les mots le calme pendant la guerre. Mais pour ce faire, il faut se décentrer, il faut redéfinir ses centres et ses ailleurs. Et tout cela, comme nous apprend le texte de Bobkowski, n'est possible qu'en voyage. Merci.